On va commencer un grand rappel de l'architecture microservice qu'on a déjà abordé. Donc, la première des choses, microservice, c'est quoi? Donc, la microservice, ça stipule qu'on va décomposer notre application. Donc, autrefois, on a spécifié que l'application était un ensemble de modules. OK? Ensemble de modules, mais physiquement parlant, c'est une seule application au sein de la même application, de la même app. Donc, c'est juste une séparation. Alors, les modules, c'est juste une séparation logique. OK? Avec l'architecture microservice, ça, c'est pas un microservice, mais plutôt ce qu'on appelle un monolithique. Monolithique. Ça, c'est l'architecture monolithique. Donc, ensemble de modules. Une application, c'est quoi? C'est un ensemble de modules. C'est un ensemble de modules c'est un ensemble de modules au sein d'une seule application. Au sein d'une seule application. Ça veut dire que la séparation de modules, c'est juste une séparation quoi? Logique. OK? Par contre, avec l'architecture microservice, c'est un petit peu différent. Avec l'architecture MS, une application, c'est quoi? Une application, c'est quoi? C'est un ensemble de petites applications où chaque application, elle est une application vraiment indépendante. On a spécifié que l'indépendance de l'application par rapport à quoi? L'indépendance, ça veut dire quoi? Alors, l'indépendance, on a spécifié que l'indépendance, c'est quoi? C'est une indépendance par rapport aux bases de données. Ça veut dire que chaque petite application, elle a son petite base de données. Ça veut dire ici, catalogue, par exemple, une application qui permet de gérer l'e-commerce est composée, par exemple, de trois modules. Catalogue, paiement et commande. Mais avec l'architecture monolithique, tout ça, c'est une seule application. Okay? Avec l'architecture microservice, il y a trois applications indépendantes. Chacun où il y a sa base de données à part. Okay? Par exemple, si je veux tracer un petit cylindre, ici, c'est une base de données, première base de données. Deuxième base de données, alors, cylindre encore. Deuxième base de données. Troisième base de données. Okay? Ça veut dire qu'il y a réellement trois bases de données à part qui sont indépendants. Check. Oh là là. Ça, c'est l'architecture microservice. Ça, c'est l'architecture microservice. Okay? Donc, on a dit que les éléments d'indépendance, c'est la base de données, le team qui va faire l'application, okay? Ce qui simplifie, ce qui exige un ensemble de simplification, okay? Ce qui plutôt exige, ce qui implique un ensemble de simplification. Ici, un petit team qui permet de gérer ça, un petit team qui permet de gérer ça, un autre team qui permet de gérer ça. Il n'y a pas beaucoup de conflits entre les teams, il n'y a pas beaucoup de conflits de push, beaucoup de conflits personnels, etc. Okay? Donc, même langage programmation et framework aussi, on a une indépendance. Okay? Ça, c'est très bénéfique, surtout pour les grandes applications. Aussi, on a spécifié que le déploie aussi, on a une indépendance entre le déploiement de chaque application. Ça veut dire que chaque application va être déployée à part, indépendamment des autres. Ça veut dire qu'on pourra faire des mises à jour d'une application indépendamment par rapport aux autres et on pourra aussi les déployer. Donc ça, c'est la première partie qu'on a vue, qui est la partie microservice. Alors, ça, c'est le premier volet, c'est d'expliquer un petit peu la logique de l'architecture microservice. Alors, dans un autre temps, on va expliquer un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients. Donc, je clique sur A, avantages et inconvénients. OK? A toujours, avantages. Je vais le mettre en bleu. OK? Alors, avantages. 1. Lorsque je parle de base de données, c'est schéma de base de données très simplifié. 2. Lorsque je parle d'équipe, moins de conflits entre les équipes, moins d'interactions et de conflits. Moins de conflits et de gestion. Aussi, ça vous permet d'optimiser la partie gestion. Gestion d'ordinaire, vous devez avoir une grande équipe. Et il y aura le chef de l'équipe, le chef du chef d'équipe, contrôler la qualité, etc. Il y a beaucoup de gens qui interviennent. Beaucoup de gens, ça veut dire beaucoup de conflits. Donc, gestion de team. 3. Lorsque je parle de l'indépendance par rapport au langage de programmation et framework, c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle lock-in, c'est le bar de lock-in.
Ça veut dire que vous n'êtes pas bloqué avec une technologie. Vous n'êtes pas bloqué avec une version d'une technologie. Vous pouvez, alors pas de technologie lock-in. Pas de techno lock-in. Techno et framework. 4. Deploy rapide et sans dépendance. J'avais déjà spécifié dans le cours qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens, tu ne peux pas vraiment déployer votre petite mise à jour indépendamment par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que vraiment votre application, elle dépend d'autres modules. Il y a beaucoup de modules au sein de la même application. Donc, généralement, on programme pendant 6 mois ou bien une année pour pouvoir faire un déploiement. Maintenant, les déploiements sont en semaine, en jour, même en heure. Tu fais une petite mise à jour ici, tu déploies simplement la petite application et ça marche. Par contre, avec l'architecture monolithique, c'est une grande application qui, qui nécessite beaucoup de temps pour qu'il soit compilé, pour qu'il soit déployé. Ça prend énormément de temps. Okay, avec beaucoup de risques, puisqu'il y a beaucoup de composants dedans. Okay, ça, c'est grosso modo les avantages. Alors, pour les inconvénients, alors, je vais le noter en. Alors, schéma. Ici, c'est schema. Bon, c'est pas comme ça, c'est schema. Bon, pas de problème. Alors, je vais écrire un autre A, les inconvénients. A, inconvénients en bleu. Alors, les inconvénients qu'on pourra noter, c'est que on va mettre la partie sécurité. Ah, d'ordinaire, l'application, lorsqu'il a été un seul module, la communication entre les modules, ça a été ça facile. C'est juste un appel d'une méthode. Maintenant, la communication entre les applications, c'est plutôt ce qu'on appelle un remote appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire appel à une application distante avec les complexités qui vont avec. Okay, ça veut dire remote. Alors, appel, au lieu d'un appel classique, ça veut dire une méthode qui permet de faire un appel d'une autre méthode au sein de l'application monolithique. Maintenant, on a un appel distant avec tous les erreurs qui vont avec. Okay, par la suite, on va voir. Okay, l'appel, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément que, alors si je veux tracer, une petite flèche ici, la flèche elle est là. Lorsque je veux faire appel entre les deux systèmes, c'est un appel distant. Ok, où il y a beaucoup de risques. On va voir quels sont les risques. Okay, flèche ici, si vous voulez faire un appel comme ça aussi, il y a beaucoup de risques. Risque de changement d'adresse IP, risque de changement de port, risque que ça soit en duplication pour faire face à un problème de charge. Ça veut dire qu'il y a plusieurs instances de l'application commande MS. Il y a beaucoup de risques. Okay, donc, on doit gérer cet appel remote. Okay. Deux, c'est que avec l'application monolithique, ça veut dire avec l'application monolithique, il y avait la partie sécurité, c'est facile. L'application, elle est là, monolithique, qui contient les 3 modules, ça veut dire catalogue MS, paiement MS, commande MS, ça veut dire, je vais le dire, commande, il y a le module commande. Aussi, il y a le module au sein de la même application, ça c'est le monolithique. Il y a le module payments au sein de la même application, où il y a la partie catalogue au sein de la même application. Okay, la communication, c'est facile. Une méthode qui fait appel à une autre méthode, c'est facile. Par contre, lorsqu'on parle pour la partie sécurité et les traitements transverses d'une façon générale, c'est facile aussi, ça a été facile. Elle est là. Les 2 filtres de Spring Security, par exemple, dans le cadre de Java. Okay, si vous voulez faire appel à votre application, c'est facile. Tu fais appel, la sécurité va être traitée et tu auras votre réponse. Via les 2 filtres de sécurité. Okay, les 2 filtres de sécurité qui est Authentication et Authorization. Okay, comme vous pouvez voir ici. Okay. Par contre, avec l'architecture microservice, non. Il y a cette application, on doit la sécuriser. Cette autre application, on doit la sécuriser. Cette autre application, on doit la sécuriser. Et on est en train de voir qu'on est en train de faire une redondance de la partie sécurité. Okay, donc, à chaque fois qu'il y a un traitement transverse, comme la sécurité en l'occurrence, traitement transverse, implique une duplication. Duplication de code. Duplication. Le traitement transverse que je suis en train de souligner, c'est qui? Par exemple,
c'est la partie sécurité. Je dois sécuriser plusieurs fois, écrire le même code plusieurs fois. Donc en l'occurrence ici, c'est la partie security. Ok, je dois le faire et le refaire. Ok, ça c'est le deuxième élément. Alors, le troisième élément, c'est vrai que le déploiement, ça marche. C'est un avantage que je vais déployer rapidement, mais juste en incrémentant le nombre de microservices, j'aurai plusieurs services qui vont être implémentés, plusieurs applications qui vont être déployées. Donc, je dois voir comment je peux monitoriser et contrôler monitoriser quoi? Les différents déploiements. Alors, en l'occurrence, ici, il y a plusieurs conteneurs Docker qui vont être déployés. Donc, je dois voir comment je peux synchroniser entre les components. S'il y a un problème dans un container, si par exemple un container il est down, comment je peux le faire rapidement un up, ok? Okay. Comment je peux faire face à un load de charge par rapport à un seul microservice, etc. Donc ici, plusieurs deployments impliquent qu'il y ait plusieurs conteneurs à gérer. Donc, container ici, on doit les gérer. Okay. Ça, c'est le troisième point. On pourra faire que, ici, c'est juste contrôler le deploy. On pourra dire que s'il y a un problème, et si par exemple, dans la partie monolithique, il y avait une seule application, donc je vais faire un seul log, ok, un seul fichier log, où je vais contrôler le log de l'application. En plus de ça, un seul serveur Grafana qui permet de monitorer l'application, monitorer le CPU, le nombre de trades, le nombre de 404, etc., etc. Grafana pourra le faire. Prometheus et Grafana pourra le faire. Maintenant, j'ai plusieurs applications, donc je dois avoir plusieurs Grafana, plusieurs Prometheus, plusieurs fichiers log. Les logs sont dispersés sur plusieurs applications, donc je dois gérer ça. Donc, je dois gérer la partie log, comment je peux le voir, les fichiers log pour voir les éventuelles erreurs. Je dois, puisque ça devient dispersé sur plusieurs fichiers log, c'est pas un seul fichier log qui centralise tout le log. Okay. La même chose pour le monitoring. Et si c'est pas monitoring, je vais mettre simplement contrôler. Contrôler, ça synchronise. Alors ici, c'est le monitoring de l'application. Je dois faire le fichier log, la partie monitoring. Le monitoring, ça devient plus difficile parce que je dois monitorer plusieurs services et le serveur dans sa globalité. Okay. Donc, grosso modo, c'est ça. Je vais m'arrêter ici par rapport aux avantages et inconvénients. Donc, je reprécise simplement que à un moment donné, j'ai spécifié que la partie monitoring. Ça veut dire quoi le monitoring? Ça veut dire que cette application va envoyer, c'est plutôt Prometheus, on va installer ici Prometheus, va envoyer ces données à un serveur distant où il existe ce qu'on appelle Grafana. Grafana, qu'est-ce qu'il permet? D'afficher les métriques de l'application. Okay. Donc, Prometheus va envoyer les données, les métriques, et Grafana va les afficher. Comme ça, on pourra inspecter à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a dans le catalogue MS, qu'est-ce qu'il y a dans le paiement MS, qu'est-ce qu'il y a dans le commande MS. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a sur consommation de CPU, consommation de mémoire, les trades, etc., etc. L'état de GVM, old generation of GVM, new generation, etc., etc. Okay. Tout ça sont des informations, le nombre de 404, le nombre de trades, le nombre total de trades, etc., etc. Donc on pourra investiguer, on pourra ce qu'on appelle dire monitorer l'état du catalogue MS. Idem ici et idem ici. En même temps, ces trois sont installés dans un grand serveur. Aussi, je dois créer un monitoring pour tous les serveurs pour que je puisse voir l'état de serveur dans sa globalité. Okay. Mais avec l'architecture monolithique, c'est plus facile. Il y a une application, je veux monitorer. Il y a un Prometheus ici avec un Grafana et je monitorise l'application et automatiquement, c'est le serveur. Okay. Rien de spécial. Okay. Ça, c'est par rapport à la partie monitoring. Il y a aussi la partie log. La partie log, imaginons que vous voulez débugger une erreur. Vous avez envoyé une requête ici. Le catalogue MS a envoyé la requête vers Payments, envoyé vers le commande MS, et le retour. À un moment donné, s'il y a soit un problème de retard de la requête, okay, un problème de perf,
1, ou bien le deuxième élément, c'est qu'il y a quoi? C'est qu'il y a une erreur. Vous devez débugger. Pour débugger l'erreur, pour que vous puissiez voir c'est quoi l'origine de l'erreur, c'est pas nécessairement catalogue MS. Éventuellement, c'est la commande MS qui pose problème. Pour pouvoir débugger cette erreur, il faut aller sur le fichier log. Le fichier log, c'est le fichier log qui va vous dire voici, j'ai envoyé la requête, voilà les paramètres d'entrée vers le deuxième microservice. Et ici, dans la ligne par exemple 60, et si vous allez avoir dans la ligne 200, j'ai reçu telle donnée de catalogue et voici ce que je suis en train de faire. Et dans la ligne 2000 de commande, j'ai reçu tel paramètre de la partie commande et il y a une exception. Et ici, dans la partie 3000, que vous pouvez voir c'est quoi l'erreur. Okay, donc, la requête est dispersée sur plusieurs fichiers log dans plusieurs emplacements différents. Okay, donc, puisque chaque microservice, il a son fichier log à part. Okay, donc, ou si ça pose un problème, le log, ça pose un problème. Okay, donc, grosso modo, ça, c'est les grands inconvénients. Maintenant, on va répondre comment le cloud natif va corriger ces inconvénients. Donc, ces inconvénients, ça existe. On va les corriger via ce qu'on appelle les clouds natifs, mais aussi les design patterns relatifs aux microservices. Il y en a plusieurs. Okay, le Q, le DDLQ, Saga, je sais pas, il y a plusieurs design patterns qui sont spécialisés dans la partie microservices qu'on va faire pour résoudre les problèmes, les différents problèmes relatifs à la partie microservices. Donc, j'enchaîne. J'enchaîne. Alors, le premier erreur. Alors, le premier erreur, où est? Bon, le premier erreur, elle est là. Lors de la communication entre ce microservice commande et microservice paiement. Lorsque le paiement veut sauvegarder, lorsqu'on veut sauvegarder un paiement, je dois vérifier est-ce que la commande existe et je dois faire un update de la partie commande. Donc, je dois communiquer avec la partie commande. Alors, la communication, on a déjà expliqué qu'il y a la communication synchrone. Okay, il y a la communication synchrone. Mais lors de la communication, je dois savoir l'adresse IP, le port de la partie commande MS. Donc, Payment MS, vous communiquez avec commande MS, il doit avoir son adresse IP port. En l'occurrence, par exemple, ici, c'est localhost 8080. Okay. Mais si tu communiques avec localhost 8080 et le microservice commande, elle a changé d'adresse IP, elle a changé de port, il y a plusieurs instances. Ça veut dire que le commande MS, c'est plus une seule instance, mais plutôt trois instances. 8080, 8082, 8083. Tu vas communiquer avec quelle instance? D'ordinaire, tu dois consulter simplement l'instance la moins surchargée. Tu ne dois pas consulter 8080. OK? Donc ici, ça vient un rôle très intéressant de ce qu'on appelle un naming registry. Le naming registry, deux étapes. Un, tu vas aller sur la partie commande et tu vas dire que ça, c'est un client de naming registry. Deux, aussi, ça, c'est un client de naming registry. Automatiquement, ils vont s'enregistrer, registre, et tu vas dire, s'il vous plaît, cette application, ça s'appelle commande MS. Et celle-là, ça s'appelle payment MS. Donc, automatiquement, il va s'enregistrer dans le name registry en disant, s'il vous plaît, moi, je suis commande MS. Et voilà mon adresse IP et port. C'est localhost 8080. Okay. La même chose, le payment va s'enregistrer aussi en disant que mon nom, c'est payment MS. Et je suis sur localhost 8081. Okay. Maintenant, si on veut faire la communication entre les deux, je ne vais plus communiquer avec localhost 8080, mais plutôt avec commande MS. Donc, je vais aller sur les menus registrés et je vais dire, s'il vous plaît, c'est qui commande MS? Il va dire, c'est localhost 8080. Et je vais consulter 8080. Maintenant, si le commande MS a changé de port, il devient localhost 8082. Automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque je consulte, je vais dire, s'il vous plaît, je veux commander avec commande MS. L'autre, le commande MS va s'enregistrer encore une fois en changeant l'adresse de port. Moi, je vais récupérer le nouveau port qui est le 8082 par exemple et je vais communiquer avec 8082. Donc, même si le commande MS a changé de port, moi, j'ai pas un impact. Moi, à chaque fois, je consulte mes mails enregistrés, il va m'en donner l'adresse IP port nouveau et je vais faire la communication. Okay. Donc, grosso modo, c'est ça l'idée de ce qu'on appelle un name enregistré avec les deux étapes. L'étape 1, registre, et à chaque fois, je vais envoyer un health check. Health check. Je suis commande MS, je suis app, je suis app, je suis app, je suis app. Chaque 30 secondes, millisecondes, par exemple. Okay. Et à chaque fois, Eureka va savoir que vous êtes app. Ou bien, il va savoir que vous avez changé l'adresse de port. Donc, comme ça, dans sa base de données locale, il va écraser le numéro de port. Il va écraser éventuellement l'adresse IP. Alors, imaginez qu'il y ait deux instances. Commande MS, il a été annoncé avec 8080 et 8082. Automatiquement, ici, vous aurez
80,80,82 et vous aurez ici entre parenthèses 2. Ça veut dire qu'il y a deux instances, par exemple ici, comme ça. Vous aurez deux. Ça veut dire deux instances qui s'exécutent sur deux ports différents. Le premier sur 80-80 et l'autre sur 80-82, par exemple. Alors, je vais faire un entrée comme ça. Comment il va le savoir? C'est facile. Il va le savoir en se basant sur le nom de microservice. Les deux microservices, ils partagent le même nom, mais ils ont deux ports différents. Donc, c'est le même, c'est le même microservice lancé deux fois sur deux ports différents. Donc, à chaque fois, registre, tu t'enregistres et tu dois envoyer un health check. Health check, health check, health check. Éventuellement, s'il y a plusieurs instances de cette même application, automatiquement, Eureka va les détecter puisque les deux microservices prennent le même nom. Ils ont le même nom d'application, mais sur deux ports différents, par exemple. Okay? Et le statut sur le up ou bien le down. Okay? Donc, grosso modo, c'est ça, comment on va résoudre le premier inconvénient, à savoir le remote call, okay? L'appel remote. Donc, comme on l'a déjà précisé, que ça s'appelle heartbeat. C'est pas health check, ça c'est le heartbeat. BIS-PEAT, c'est ça. Heart. Ça c'est le heartbeat. Et le processus, ça s'appelle health check. Ça veut dire que le processus, on va vérifier le health check de notre microservice. Mais ça s'appelle le heartbeat. Ouais. Ça, c'est pas health check, mais plutôt un heart. Ouais. ويلي ويلي زقع 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 اسكت صاحبي وسختينا الفيديو صاحبي. Alors on va un petit peu entamer un autre élément très intéressant, c'est l'élément de gateway. Alors, ça veut dire que maintenant on a réglé le problème de remote call, ok, l'appel remote, ok, on a fixé un petit peu d'une façon partielle, ok. Ça veut dire que l'appel entre les microservices, maintenant, ça se fait via un nom. Ce nom, elle est inchangeable. Abstraction faite si tu changes votre adresse IP, si tu changes dans votre port, si vous êtes en plusieurs instances, c'est pas très intéressant. Okay. Ça, c'est le premier élément. Alors maintenant, le deuxième point qu'on a rencontré, c'est que on doit faire la duplication de la partie, des parties, ce qu'on appelle les parties transverses, en l'occurrence la partie sécurité. Alors, comment ça marche? On va introduire un autre composant qui s'appelle gateway. Okay. Alors, dans le parti TP, on a fait ça sous forme de gateway comment Reactive Gateway. Reactive Gateway. Alors, le Reactive Gateway, qu'est-ce qu'il permet? Le front-end va envoyer une requête. Okay. Je veux par exemple consulter comment service /API / commande. Okay. Ça, c'est la première des choses. Okay. Ça, c'est un. Le front-end veut cette requête. Okay. Automatiquement, le gateway, il va consulter les emails enregistrés pour savoir c'est qui comme service. Donc ça, c'est 2. Alors, je vais le faire monter en haut. Et je vais un petit peu changer. Donc, l'autre va consulter en disant, s'il vous plaît, c'est qui? Non. Ça, c'est la deuxième. C'est que celui-là, la flèche, elle est là. Donc, il va consulter pour dire, s'il vous plaît, c'est qui commande service. Ça, c'est la deuxième instruction. La troisième instruction, c'est que, automatiquement, je vais récupérer, alors 3, je vais récupérer, c'est que commande service correspond à localhost. C'est localhost 2.80.80 par exemple. Et je vais récupérer localhost 80.80. Alors maintenant c'est quoi le problème? Une fois que je récupère, ça veut dire quoi commande service? Je le récupère, ok? Maintenant, je dois vérifier, ça c'est une commande. Donc je dois vérifier la partie sécurité. Alors maintenant, l'approche la plus célèbre pour faire la partie sécurité, c'est de vérifier votre JWT, ok? JSON Web Token. Alors, imaginons que ici, il vient de m'envoyer la partie JWT. D'ordinaire, dans les approches classiques, une communication directe entre KeyCloak et le front-end. Mais s'il n'y a pas de KeyCloak, ici on va implémenter un microservice sécurité à part où je vais envoyer la partie JWT. Mais généralement, ce qu'on fait, vraiment, c'est ici dans le gateway.
on va implémenter la partie vérification du JWT. Simplement, vérification du JWT. Ça veut dire ici, ce n'est pas la peine de communiquer avec un microservice de sécurité. Je vais ici vérifier le JWT, est-ce qu'il est correct ou non. Une fois qu'il est correct, je vais vous rediriger vers le microservice demandé. En se basant vraiment sur le name enregistré. Okay. Mais avec Keycloak, l'approche est un petit peu différente. C'est le front-end qui va vérifier le JWT avec Keycloak et par la suite, la communication passe. Okay. Et par la suite, c'est Keycloak qui va vous rediriger vers le microservice en question. Okay. Mais avec l'approche classique, ce qu'on avait déjà l'habitude de faire, c'est qu'on a ici qui permet de vérifier simplement l'authentication. Il permet de générer le JWT. Okay. Et ici, il permet de vérifier le JWT. Il n'y a pas d'authentication ici. Okay. Mais avec Keycloak, on a changé un petit peu l'approche. Okay. Donc, grosso modo, c'est ça. Comment on va faire pour centraliser les traitements transverses, en l'occurrence la particularité. C'est le gateway qui va le gérer, ou bien un identity provider qui va le gérer. Et non pas les microservices. Les microservices, on ne va pas les polluer avec un traitement répétitif qui est la partie vérification de sécurité, avec la partie tracing, avec etc. etc. Okay. Donc, tous les traitements transverses, on va les centraliser à part. Alors, je vais revenir simplement vers la partie gateway, quand même. Alors, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'on a fait par rapport à la partie TP. Par rapport à la partie name enregistrée, qu'est-ce qu'on a fait? Arrobas enable Oracle Clients, arrobas enable Oracle Clients. Et ici, on a fait un serveur à part, arrobas enable Oracle Server. Et c'est tout. J'ai configuré la partie application name, et c'est tout. Configuration de serveur, c'est pas très intéressant. Mais l'idée de la configuration de serveur Eureka, ça a été facile. J'ai dit, s'il vous plaît, c'est pas la peine que tu cherches un autre Eureka pour pouvoir s'enregistrer. Et si j'ai spécifié c'est quoi le lien de Eureka Server pour qu'il puisse se connecter à ce Eureka Server. C'est facile, c'est vraiment facile ce qu'on avait fait. Okay. Donc c'est ça la logique qu'il faut maîtriser. Okay. Pour le gateway aussi, on a fait un truc très intéressant. À un moment donné, on a fait ce qu'on appelle des rules of routine. Je dis, s'il vous plaît, lorsque tu consultes, lorsque le gateway il a été consulté, par exemple, imaginons que le gateway il est là, il est dans 90. Okay. Je dis, s'il vous plaît, lorsqu'il y a localhost /80/90 commande, par exemple, commande service, il faut consulter localhost. Alors ici, je vais faire par exemple 80/81, 80/81, 80/82 par exemple. 80/82. Donc, dans la règle ici, j'ai mis plusieurs règles. Alors, les règles, j'avais mis, s'il vous plaît, à chaque fois que vous voyez qu'il y a un 80, un commande service, par exemple, un commande service, bien évidemment, avec le port de gateway, ça veut dire 80/90. S'il vous plaît, il faut automatiquement le rediriger vers quoi? Vers le port 80. Alors, comment c'est 80/80. OK. Donc, j'ai dit qu'il faut rediriger le commande service vers le 80/80, comme ça, avec le slash étoile. Vous vous rappelez, à un moment donné, on avait fait combien d'éléments vous voulez splitter. Alors, j'ai dit, par exemple, à chaque fois qu'il y a, par exemple, slash commande service, il faut le rediriger vers ce port. Et la même chose, une autre rule, on a fait ici énormément de rules. Paiement MS, paiement service, il faut rediriger vers le port 80/81. Okay. Et on a fait énormément de règles, de mapping, qui permet de mapper le lien qui va être dans la partie gateway avec le lien dans la partie microservice concernée. Okay. Donc c'est ça ce qu'on avait fait dans la partie gateway réactif. On a dit que réactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a un process comme Node.js, un process qui va servir énormément de clients. Avec l'approche classique, il y a automatiquement par défaut, il y a par exemple 2000 process, okay, 2000 trades, okay. Il y a 2000 clients, c'est fini. Okay. C'est fini, il y a 2000 clients, c'est tout. Je ne peux pas recevoir d'autres requêtes à partir d'autres clients. Connection refused. Okay. Par contre, avec le réactif, il y a 2 millions, moi je m'en fous. Pourquoi? Parce que vraiment, à la fois, je sers simplement 100 clients. Donc, je peux servir 2000.
Je peux servir 3000, 4000, parce qu'à chaque fois, à la fois, je sers simplement 100 clients à la fois. Les autres sont en train de faire autre chose. Ok. Donc, ça devient plus performant parce qu'il pourra servir plusieurs clients, plus qu'un trade pool, le maximum de trade pool. Okay. C'est ce qu'on appelle le reactive gateway. Okay. Il y a ce qu'on appelle le non-reactive, c'est Zool, principalement ça s'appelle Zool. Okay. Mais le reactif, il est plus performant. Donc, pour la partie gateway.